La question des moyens et comment on les mobilise pour agir est une question majeure. Alors pour y répondre, il est indispensable d'y avoir réfléchi dans le cadre du plan stratégique de l'association. C'est au sein de cette réflexion que l'on identifie les moyens à mobiliser en fonction des actions à mener. Une fois ce cadre posé, on peut plus facilement convaincre ses partenaires, financeurs publics ou privés, en montrant pourquoi et comment les moyens sollicités sont déterminants. Alors, pour répondre à l'exigence de transparence vis-à-vis de ses partenaires, on élabore également une communication financière claire, accessible et pédagogique. Cette communication intègre désormais la valorisation des contributions en nature pour une meilleure compréhension du modèle socio-économique de l'association. Alors, ce modèle socio-économique, il doit donner l'image la plus fidèle possible de l'ensemble des moyens utilisés pour mettre en place le projet associatif. Alors, 3 piliers ont été identifiés pour décrire ce modèle socio-économique. Premier pilier, il y a les ressources humaines, avec la particularité qu'elles recouvrent des statuts très différents. Il y a le salariat, le bénévolat, le volontariat ou encore le mécénat de compétences. Deuxième pilier, les ressources financières. Là encore, elles peuvent être d'origine très variée. Il y a les cotisations des membres, il y a les revenus de l'activité, il y a les subventions, les dons, les legs, les fonds privés, et j'en passe. À vous de les imaginer. Troisième pilier, il y a les partenariats qui peuvent être tissés avec de multiples structures, des pairs, des collectivités territoriales, des entreprises, des acteurs académiques et bien d'autres. Alors les modèles socio-économiques ont été classés en 7 familles selon l'origine des ressources financières. Le détail est écrit dans la fiche jointe juste en dessous de cette vidéo. Cette fiche a été établie par le Rameau et vous y trouverez très certainement votre famille. Alors vous le savez, c'est l'engagement qui fait la force des acteurs de l'intérêt général. C'est pour cela qu'on parle de richesses humaines. Elles sont au cœur du modèle socio-économique des associations. Un point à rappeler, c'est que la finalité du projet doit guider les moyens à mettre en œuvre et non l'inverse. Passez donc tout le temps nécessaire à définir votre projet pour bien choisir les ressources mobilisables. Alors, comment allons-nous y parvenir? Nos témoins vont partager avec vous comment ils ont construit leur propre modèle socio-économique dans un dialogue équilibré entre le partenaire financeur et l'association de terrain. Qui êtes-vous? Quelle action financez-vous? Bonjour, je suis Cécile Delivre, déléguée générale du fonds de dotation We Act for Kids Fonds d'Action, qui agit au service des enfants les plus fragiles dans le monde, tout en fédérant un maximum de parties prenantes. Alors le fonds d'action agit au service des enfants les plus fragiles, en particulier sur 2 champs d'action, qui sont l'éducation et l'épanouissement des enfants, et le soutien aux parents autour des axes de la parentalité et de l'inclusion. Comment avez-vous défini votre modèle socio-économique? Nous avons construit notre modèle socio-économique en s'appuyant sur la mixité entre des financements privés et des revenus d'activité provenant d'un modèle de business social. L'objectif est de répondre à une problématique sociale, en l'occurrence l'amélioration des conditions de vie des familles précaires, et en particulier l'amélioration de vie de leurs enfants, en répondant par l'emploi et par l'accompagnement des parents, et en particulier la formation des mamans. Comment vous y êtes-vous pris? Le fonds d'action We Act for Kids a été créé par ID Kids, et ses marques Okaidi, Jacadi, Oxybul Éveillé Jeux et Rigolo comme la vie. L'entreprise est donc un partenaire historique du fonds. D'un autre côté, le fonds soutient depuis maintenant plus de 10 ans l'ONG Atia, qui agit pour les plus fragiles dans le monde, avec des actions en particulier pour le développement des familles et l'éducation à Madagascar. Alors pour aider dans la durée les familles les plus vulnérables d'Antananarivo, le fonds d'action a monté un partenariat entre l'ONG Atia, la marque Jacadi, ses salariés et un fabricant de textiles sur place. Atia a créé un atelier de formation à la couture qui permet à des mamans vivant dans les bidonvilles de se former, de trouver un emploi. Une fois formées, elles fabriquent un produit pour Jacadi
qui est ensuite vendu dans tous les magasins de la marque, partout dans le monde, et dont tous les bénéfices sont reversés à l'ONG pour les mamans et pour le développement de cet atelier de formation. Le fabricant de textiles sur place à Madagascar accompagne l'atelier dans ses différentes démarches administratives, logistiques. Donc cette action est bénéfique à la fois pour les femmes, pour l'ONG, pour sa pérennité et pour la marque. Quel conseil donneriez-vous pour aider à définir un modèle socio-économique ? Afin de rendre pérenne une action, il est indispensable de se projeter pour voir comment elle va être financée à court, moyen et long terme. L'appui du secteur privé est un gros atout, car la vente de services et ou de produits permet de financer durablement un programme. Il est important que l'action soit bénéfique à toutes les parties prenantes, ce qui est le cas dans cet exemple. Il y a un véritable but social, avec la formation et l'amélioration des conditions de vie des familles et de leurs enfants, et un engagement de la marque, récompensé à la fois par la fierté des salariés et le retour très positif de ses clients. Quelle anecdote souhaitez-vous nous partager ? Nous sommes très attachés à la mesure de l'impact et nous avons donc demandé à Paul Orsoni, dirigeant d'Atia, l'impact qu'avait ce projet mis en place à Madagascar en 2019. Il nous a montré un schéma de l'étude appelé photo de famille, montrant une amélioration de 8 points pour les familles entre le démarrage de l'action et la situation un an après. Il nous a dit que c'était la progression la plus importante sur tout leur programme. Une vraie fierté pour nous et la volonté évidemment de renouveler ce type de modèle économique avec d'autres partenaires. Qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Paul Orsoni, je dirige l'association Atia depuis une dizaine d'années. Atia est une association de solidarité internationale qui essaye d'aider des familles très démunies à améliorer leurs conditions de vie, principalement en Inde et à Madagascar. Que pensez-vous de la mise en place de cette bonne pratique ? Alors, plus qu'une bonne pratique, je dirais que c'est au cœur de la vie d'associations comme la nôtre. Pour réaliser des actions d'aide au développement, on sollicite des financements auprès de bailleurs de fonds qui nous demandent à juste titre pour combien de temps. Donc, dès le départ, on se pose la question de savoir si ce qu'on veut mettre en place, par exemple une école maternelle dans un bidonville, ça a vocation à durer, et si oui, comment cela peut être rendu pérenne. On joue alors sur tous les tableaux, on peut imaginer des contributions de familles bénéficiaires, des subventions, des partenariats publics, privés. Voilà, mais si cette question n'est pas posée dès le départ, on navigue à l'aveugle et beaucoup de projets d'aide au développement se plantent pour cette raison. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce partenariat ? ID Kids finance Atia depuis de nombreuses années pour des actions sociales et éducatives auprès d'enfants de bidonville. Mais à l'occasion du projet Toana, qui est une formation via l'apprentissage en couture, ça s'est fait en partenariat avec Jacques Addy, on a réussi à dépasser la relation classique financeur-financé pour faire fonctionner un vrai partenariat où chacun a eu une implication dans le montage, le fonctionnement et la réussite du projet. Ça a permis à des acteurs très divers de se réunir, qui ont tous accepté de s'impliquer dans un but social. Deux entreprises, donc Jacques Addy et son fournisseur malgache Eloï, un fonds de dotation donc, qui est celui du groupe ID Kids, l'association Atia en France et l'association Toana à Madagascar. Ça fait des années que je cherche à dépasser le clivage entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, et ce projet était une très belle occasion de le faire, avec beaucoup de plaisir et de réussite grâce à l'apport de tous les acteurs. Alors enfin, je dirais qu'ID Kids a toujours gardé son attention sur la mesure d'impact, c'est-à-dire vérifier qu'on suit bien l'objectif principal, qui est d'aider les familles très, très démunies. C'est toujours resté pour tous les acteurs la finalité du projet, et nous avons donc eu le temps et les ressources de mettre en place des indicateurs pertinents sur le terrain qui permettent de voir les progrès réalisés par les familles bénéficiaires. Encore aujourd'hui, nous suivons ces indicateurs pour chaque promotion de mères formées. Ça permet de voir directement en quoi l'action contribue à réduire leur pauvreté, de le communiquer, et ça rend tous les acteurs du projet fiers de participer, et ça leur donne envie de continuer. Quel conseil donneriez-vous à une association pour l'aider à définir un modèle socio-économique ? Alors mon conseil, c'est toujours le pragmatisme, et de garder en tête le pourquoi de ce qu'on fait. Il ne faut pas hésiter donc à tester différents modèles et choisir sans dogmatisme ce qui fonctionne le mieux, au regard des objectifs fixés au départ.
Voilà, mais pour être capable de savoir ce qui fonctionne le mieux, il faut pouvoir le mesurer. D'où l'exigence d'une mesure de résultat ou d'impact qui doit accompagner tout projet. Se poser la question de son modèle socio-économique, c'est se poser la question de ce qu'on veut faire et pourquoi. Et on voit trop de projets sur le terrain qui n'aboutissent à rien, faute de poser cette question. Donc en termes de timing, il faut se la poser au tout début. Tout comme on ne construit pas sa maison sur du sable, eh bien on ne bâtit pas son modèle socio-économique si la finalité du projet n'a pas été clairement définie. C'est le point de départ de tout. Qui sont les bénéficiaires, où, quand, comment et pourquoi. À partir de cette analyse, de cette fondation, que l'on peut réfléchir aux différentes ressources à mobiliser, qu'elles soient humaines, financières ou sur la base de partenariats, comme vous avez pu le voir tout au long de ce parcours. Alors pour illustrer tout ça, moi je vais vous reprendre l'exemple de mon association, l'association dans laquelle je suis impliquée, La Chance, qui prépare les élèves boursiers au concours d'entrée en école de journalisme. Eh bien, nous avons d'abord réalisé une cartographie de ces bénéficiaires, des étudiants boursiers qui souhaitent devenir journalistes, mais qui sont très éloignés de ce milieu, qui n'ont pas le réseau ni le bagage culturel. Eh bien, si je reprends les 3 piliers de notre modèle socio-économique, nous avons par exemple parmi les ressources humaines, eh bien, des journalistes qui souhaitent transmettre leur savoir. Dans les ressources financières, des entreprises de presse souvent, qui nous reversent leurs taxes d'apprentissage. Et puis, sur la base de partenariats, eh bien, par exemple, France 3, dans une des locales, met à disposition une salle pour que bénévoles et bénéficiaires puissent se réunir. Pour le cas des 2 derniers piliers, eh bien, ce ne sont pas des choses auxquelles on pense tout de suite. Et pourtant, c'est tout à fait pertinent dans le cadre du travail de notre association, d'où l'importance de bien définir notre bénéficiaire et ses besoins pour être créatif ensuite dans nos moyens de réponse. Alors pour aller plus loin dans l'exploration du modèle socio-économique, je vous mets en bas de cette vidéo un lien vers une plateforme tout à fait épatante qui vous permet de développer vos connaissances et compétences sur le sujet. Il y a même un cours issu de l'ESSEC, ça rigole pas. Alors bon travail à tous.